beaucoup de gens qui ont grossi parce qu'ils ont fait des tas de régimes, donc ils ont grossi, après ils ont maigri, ils ont regrossi. On s'aperçoit en fait qu'ils ne mangent pas assez. Ils sont tellement entraînés à faire des régimes qu'ils se restreignent naturellement, ils se censurent, ils s'auto-censurent comme le font certains journalistes. Et là, ils le font avec leur alimentation. Et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Il faut manger plus pour maigrir. AVS avec Philippe Robichon. À votre silhouette, alors, le docteur Roselyne Lévy-Basse est avec nous, psychologue qui travaille sur le comportement alimentaire. Nous avons été rejoints par le docteur Patrick Serrogue. Bonjour et bienvenue, doc. Bonjour. Médecin nutritionniste, et je rappelle que vous publiez tous les deux Maigrir avec les recettes de votre enfance. Donc je vous interpellais au départ, comment est-ce qu'on peut perdre du poids grâce aux recettes de notre enfance? On sait que c'est bon pour la santé, mais de là à ce que ça fasse mincir... Tout dépend comment. Faut pas exagérer, docteur. Tout dépend comment il fait la recette. Si vous avez une recette qui comprend beaucoup de graisse et beaucoup de sucre, bien sûr que à force ça va faire grossir. Mais dans ce livre, on a essayé d'alléger toutes les recettes, tout en gardant le goût, parce que ça et le plaisir, parce que c'est important, parce qu'autrement c'est pas mangeable. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut d'ailleurs utiliser de manière beaucoup plus fréquente les recettes de grand-mère. Et alors, il y a aussi, parce que vous allez au-delà de beaucoup d'idées qui sont reçues, vous conservez le rythme et le nombre de plats par repas. Vous êtes très entrée, plat, dessert. Je suis très entrée, plat, dessert ou plat, laitage, dessert. Au moins qu'il y ait 3 composantes dans un repas. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que pour avoir tous les nutriments dont notre corps a besoin et pour arriver, dirons-nous, à garder son poids, il faut qu'il y ait absolument une multitude d'aliments au cours de la journée. Et on ne peut pas y arriver avec un seul plat et un café comme on trouve souvent au moment du déjeuner. Ça, c'est pas suffisant, même si c'est un plat, on va dire, complet. Oui, ou copieux. Oui. Avec un café, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est que beaucoup de gens qui ont grossi, parce qu'ils ont fait des tas de régimes, donc ils ont grossi, après ils ont maigri, ils ont regrossi, on s'aperçoit en fait qu'ils ne mangent pas assez. Ils sont tellement entraînés à faire des régimes qu'ils se restreignent naturellement, ils se censurent, ils s'auto-censurent comme le font certains journalistes. Et là, ils le font avec leur alimentation. Et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Il faut manger plus pour maigrir. Ça, c'est aussi ce que vous dites, c'est que paradoxalement, moins manger ne fait pas mincir sur la durée. Au contraire, moins manger que son besoin fait prendre de la masse grasse. Également, plus manger que son besoin le fait aussi, bien sûr. Et la difficulté, c'est quand on a fait beaucoup de régimes, ce qui se passe, c'est que l'intervalle de régulation, c'est-à-dire les calories, mais aussi, pas uniquement les calories, mais également la qualité de l'alimentation qu'on doit avoir, a une fourchette très restreinte. Avant, quand on était petit, un jour on mangeait, un autre jour on mangeait pas, ça n'avait aucune espèce d'importance, on maigrissait. On regardait son poids, on gardait son poids. Et puis si on avait pris 2-3 kilos, on perdait très rapidement. Après, en vieillissant, et surtout quand on a fait beaucoup de régimes, cet espace-là se restreint beaucoup. Ce qui fait qu'il faut absolument manger de manière régulière, c'est le premier point, et deuxièmement, suffisante pour arriver à perdre du poids. Mais il ne faut pas manger un peu moins que d'habitude ? Ça dépend ce que vous mangez avant. Beaucoup de gens aujourd'hui ne mangent pas assez. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, la nutrition, il y a 40 ans... Moi, toujours expliqué que si on voulait perdre du poids, il fallait diminuer sa ration de 10% et faire 10% d'exercice en plus. Oui, l'exercice, c'est tout à fait vrai. Il faut un exercice, non pas pour maigrir, mais simplement pour stabiliser... Roselyne n'a pas l'air d'accord. Le poids à chaque période. Si, Roselyne est tout à fait d'accord. Et alors... Mais simplement, avant, effectivement, en 1950, il fallait absolument réduire notre alimentation. On mangeait trop. Aujourd'hui, c'est le contraire. On ne mange pas assez parce qu'on a fait des régimes successifs pendant des années et des années. Et c'est extraordinaire. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne mange pas assez. On ne mange pas assez. Exactement. Et c'est tout à fait le contraire. Alors, on peut manger mal aussi. Par exemple, si vous achetez des produits qui sont... je connais des patients qui ne mangent que des produits manufacturés. Alors, ils vont acheter des plats tout préparés, ils vont s'acheter des glaces, ils vont s'acheter... alors, on appelle ça les produits ultra transformés. On a fait une émission qui cartonne. Mais s'ils ne font que ça, bien sûr, à ce moment-là, ils concentrent dans très peu d'aliments beaucoup d'énergie et ils vont prendre du poids en mangeant finalement pas énormément. Et ils se disent, je comprends pas, je mange de moins en moins et je grossis à cause de ça.
toutes les recettes que vous proposez dans le livre, elles sont faites maison. Hein. C'est pas celles qu'on trouve au rayon surgelé ou dans les voilà. Non, c'est de la vraie moussaka, du vrai couscous, de la vraie blanquette. Enfin voilà. Exactement. Hein, je vous disais qu'il y avait une question qu'on me pose sans cesse. Oui. C'est le couscous. Est-ce qu'on peut en manger quand on est dans une démarche de perte de poids? Absolument. Alors pourquoi? Le couscous, c'est un mélange de blé par la semoule, un mélange de légumes avec un bouillon et une protéine qui peut être de la viande, du poulet. Alors, moins des merguez, je suis d'accord, parce que c'est beaucoup plus gras. Mais si on prend, par exemple... Mais on peut en manger une, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'en manger 4 ou 5. On peut faire un panaché entre un peu de poulet, une saucisse, par exemple, des légumes et de la semoule. Eh bien, ce plat est un plat presque complet, dans la mesure où il rassemble par la semoule des glucides complexes, par les légumes des fibres et des vitamines, par le poulet et la saucisse des protéines avec peu de graisse. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez en manger tous les jours si vous voulez en plat principal. D'accord. Alors on va parler de la quantité peut-être. Oui. Parce que si les gens retiennent que le docteur a dit que pour perdre du poids il fallait manger du couscous tous les jours, on risque peut-être d'avoir des réactions au service après-vente. Alors c'est simple, les quantités pour les femmes. Alors là on parle du plat. On le mange une fois par jour, on ne va pas le manger non plus 2 fois par jour, il ne faut pas exagérer, mais une fois par jour, on peut manger des féculents. Pour la femme, c'est environ 150 grammes en poids cuit de féculents. Pour l'homme, c'est 200 grammes, donc c'est une assiette qui est déjà bien remplie. Après, vous avez des légumes à volonté, autant que vous en voulez. Et ce qui concerne le poulet et la saucisse, on a dit pour la merguez, c'était une merguez. Et après, un bout de poulet qui va faire 120 grammes, 130 grammes. Mais avec ça, on aura largement bien mangé le plat principal. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra y ajouter un laitage et il faudra y ajouter un fruit. D'accord. Dans votre méthode. Dans la méthode que nous avons proposée dans ce livre. Voilà, qui dure dans un premier temps 3 semaines. Pourquoi, Roselyne, 3 semaines ? Oui, 3 semaines, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est le temps, effectivement, qu'on peut mettre pour ne pas être dans une alimentation répétitive qui ferait qu'on perdrait le plaisir de manger. Or, ce que je disais au début, c'est que une des conditions fondamentales, et c'est la raison pour laquelle on parlait des recettes de grand-mère, c'est la notion de plaisir. Sans plaisir, on ne peut pas manger. Alors, vous avez mâché le travail aux gens puisque vous proposez des menus d'hiver, des menus d'été, et pour les trois repas de la journée, d'ailleurs. Oui. Pourquoi est-ce que dans une démarche où on a décidé de perdre un peu de poids, il faut absolument faire des menus ? Il faut faire des menus parce que c'est un repère. Parce que de ce que je peux entendre, constater chez mes patients, à partir du moment où on leur donne un cadre, un repère, c'est comme si, d'une certaine manière, ils avaient moins de questions à se poser en permanence de qu'est-ce qu'ils peuvent manger, qu'est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit. Ils savent exactement ce qu'il en est. Et alors vraiment, ça les libère, ça fait un cadre et ça les libère beaucoup et ça leur permet d'ailleurs, alors ça c'est en ce qui me concerne, de pouvoir travailler d'autres aspects, notamment l'aspect, ce que je disais, psychologique, relationnel. Rien n'est plus angoissant pour une mère de famille quand elle arrive chez elle et qu'elle se dit « Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» Et alors là, souvent c'est comme la feuille blanche. On ne sait pas très bien ce qu'on va écrire sur cette feuille-là. Et là, c'est la même chose. J'ai plus d'idées, j'ai déjà tout fait, j'en ai marre et tout. C'est l'exaspération. Donc, j'ouvre le réfrigérateur, je choisis qu'est-ce qui reste dedans et à ce moment-là, je déstructure mon alimentation. Donc, une alimentation structurée, c'est une alimentation qui s'anticipe. Oui, et puis en plus, le fait de savoir ce que l'on va manger, on y pense. Vous savez, il y a des enfants, quand vous travaillez avec les enfants, il y a des enfants qui vous disent « Moi, je pense déjà, quand j'ai fini le repas de déjeuner, je pense déjà qu'est-ce que je vais manger ce soir. » Donc, il y a... Ça, c'est comme tous les gens qui sont en vacances. C'est la première chose qu'ils disent, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, comme c'est une source de plaisir, la projection que l'on en fait sur ce plaisir-là alimente effectivement la pensée et permet de ne pas ensuite dériver trop, puisqu'on a déjà tout préparé dans sa tête, il faut absolument qu'on le mange. Pourquoi est-ce qu'on maigrit toujours plus vite, contrairement à ce qu'on pense, qu'on ne grossit ? Eh bien, parce que, en fait, la prise de poids se fait, sauf exceptionnellement, ça arrive d'avoir des prises de poids extrêmement rapides, mais la plupart du temps, la prise de poids est insidieuse. Chez l'homme,
je parle de chez l'homme, c'est-à-dire qu'elle se fait sans qu'il s'en rende compte. Chez la femme, non. Parce que la femme a des grands événements dans sa vie qui vont marquer le changement de son corps, la grossesse et la ménopause. Et à ces moments-là, elle va prendre du poids, souvent de façon un petit peu plus rapide, mais quand même rapide, c'est en 2, 3, 4, 5 ans. Hein, oui, ça s'installe, en 3 semaines. C'est pour ça que c'est insidieux. Mais elle voit son corps changer. Donc, elle se rend compte qu'il y a un certain temps qui est compté. Pour l'homme, non. Et quand on maigrit, en fait, quand on réduit, dès qu'on nourrit bien son corps, le corps n'a plus besoin de stocker autant d'énergie. En fait, il stocke de l'énergie, pourquoi ? Il stocke parce qu'il a peur. Bon. Il n'a aucune confiance en nous. Parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer. C'est-à-dire, est-ce qu'il va manger suffisamment, est-ce qu'il ne va pas manger suffisamment, est-ce qu'il ne va pas y avoir une panne d'électricité, et ainsi de suite. L'énergie qu'on stocke, c'est un bloc électrogène qui vient tout le temps en secours de l'alimentation qu'on mange. En fait, quand on mange, on utilise uniquement les glucides rapides tout de suite, mais après, le reste, non. Il faut le temps que ça se prépare. C'est comme la tambouille. Il faut le temps de préparer la cuisine. Et bien là, c'est la même chose. Donc, du coup, il est obligé de passer sur le bloc électrogène. Donc, s'il y a pas suffisamment de matériel qui arrive. Le matériel, c'est les aliments dans notre corps. À ce moment-là, il se dit, là, c'est dangereux. Moi, je garde mon gras, c'est mon bloc électrogène. Mais il le brûle pas. Il le brûle pas, il le stocke, il le garde. Mais si, par contre, les nutriments arrivent régulièrement, le cerveau peut anticiper, parce que nous avons un cerveau très prévisionniste, en fait, qui fait des statistiques, et à ce moment-là, il dit, je vois que c'est régulier, même si de temps en temps, je vais manger avec les copains, je fais n'importe quoi, ou je vais au restaurant, c'est très bien, mais si sur 14 repas, j'ai au moins 10 repas qui sont réguliers, à ce moment-là, il libère le gras. Parce qu'il n'a pas besoin de stocker. D'accord, donc c'est pour ça qu'il est important de manger suffisamment en quantité et qu'il faut manger régulièrement. Oui. Justement, alors, au niveau des repas qu'on fait, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, par exemple le fait qu'il faut manger très très léger le soir et qu'on pourrait même sauter le repas du soir. Ah non, ça c'est une question sociale. C'est-à-dire en fait, la plupart des gens en fait organisent leur repas en fonction de leur vie sociale et familiale. Bon, mais il n'y a aucune raison de ne pas manger le soir et manger très légèrement, sauf quand on devient âgé. Parce que quand on devient âgé, la digestion devenant plus difficile, les sucs digestifs manquant, effectivement le soir on a plus de mal, on a une sensation de lourdeur qui est très désagréable et qui peut empêcher de dormir. Mais lorsqu'on est dans la force de l'âge, et en plus quand on est jeune, il n'y a aucune raison de se restreindre le soir. Alors on ne prend pas du poids tous de la même façon et au même endroit, de la même façon qu'on ne maigrit pas de la même façon et du même endroit. Déjà, quand on commence à perdre du poids, on va prendre les femmes, elles commencent à mincir et à perdre du poids d'où, docteur Serog ? Toujours au niveau abdominal, les hommes aussi. Alors pourquoi ? Parce que la graisse abdominale est une graisse qui est, dirons-nous, presque instable. Elle peut bouger très très rapidement. Alors que la graisse qui est sur les cuisses, elle, surtout pour les femmes, est une graisse qui est prévue pour les enfants, pour faire des enfants. Donc cette graisse-là, elle est beaucoup plus résistante. Et elle ne part toujours qu'en dernier. Et en plus, il restera toujours chez la femme plus de graisse au niveau des cuisses qu'au niveau abdominal. Et alors, vous parlez du niveau abdominal, mais est-ce qu'on perd du poids en haut, en bas, sur le côté ? Alors d'abord, il faut dire aussi que chez la femme, à la ménopause, la graisse va monter du bas vers le haut. Donc elle va rejoindre le risque de l'homme avec une accumulation de graisse au niveau abdominal. Alors on perd d'abord au niveau abdominal. Toujours. Et on commence sous les côtes. Au-dessus ou en dessous du nombril ? On commence sous les côtes. Sous les côtes. Donc en c'est haut. le premier, en haut. Voilà. Et ensuite, on arrive à la partie la plus sensible, qui est la partie ombilicale et sous-ombilicale. Alors cette graisse-là, effectivement, elle est un petit peu plus résistante par le fait qu'elle s'est accumulée en plus grande quantité. Bon. Il y a une deuxième notion qui est importante, c'est est-ce que la graisse est autour des viscères ? C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors s'il y a beaucoup de graisse profonde. La graisse profonde. S'il y a beaucoup de graisse au niveau des viscères, effectivement, elle va aussi diminuer de manière proportionnelle à celle que l'on voit ou que l'on mesure par le tour de taille au niveau périphérique. Par exemple, on va prendre la grande maladie du siècle aujourd'hui, qui est la stéatose hépatique.
le foie gras de nos canards et de nos oies que nous gavons. Voilà, le foie gras. On n'exagère pas la quantité de gens qui ont... Enfin, la fameuse NASH. La fameuse NASH, il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup parce que les gens prennent du poids. Même ceux qui ne prennent pas énormément de poids peuvent développer une NASH avec une accumulation spécifique du gras au niveau du foie. C'est certainement aussi le fait que l'activité physique a beaucoup diminué au cours du temps et qu'à ce moment-là, ça s'accumule plus au niveau du foie. Parce qu'on voit que chez les gens qui sont très statiques, la NASH se développe beaucoup plus rapidement. Donc vous, en cabinet, vous voyez vraiment que le nombre des patients qui viennent vous voir pour NASH a explosé? Ah oui, vraiment explosé. Et c'est vrai qu'il ne faut pas la garder trop longtemps. Il ne faut vraiment pas la garder trop longtemps. C'est-à-dire, quand vous faites un dépistage systématique, vous faites systématiquement une échographie du foie, vous voyez que le nombre de NASH est très important et qu'on ne peut pas soupçonner uniquement avec l'examen clinique. On peut le soupçonner avec la biologie, mais pas avec l'examen clinique. Bon, soyez rassurés, les recettes de grand-mère, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait perdre du poids. C'est ce que nous disent nos deux invités ce matin. Roselyne de Vibas, qui est psychologue et spécialiste des troubles du comportement alimentaire, et le docteur Patrick Serroc, qui est médecin nutritionniste. Et vous avez tous les deux écrit Maigrir avec les recettes de votre enfance. Il y a l'explication, il y a la méthode, et derrière, il y a les recettes. Donc, profitez-en, ce sont des recettes du monde entier. Alors, je vous parlais des épinards hors antenne, puisqu'il y a une recette de boulemas de Mamika Rachel, qui vient d'Istanbul. Et pourquoi est-ce que les personnes qui souffrent de troubles rénaux, c'est des calculs, doivent éviter de manger trop d'épinards? Parce que dans les épinards, il y a une substance qui s'appelle l'acide oxalique. L'acide oxalique qui est éliminé dans les voies urinaires. Et lorsque on est sujet à faire des calculs, eh bien on va rassembler cette substance d'acide oxalique en sorte de petites boulettes finalement, et qui vont boucher les voies urinaires. Alors, l'aspect psychologique, on l'a vu, Roselyne de Vibas, c'est très important. Comment est-ce que vous expliquez qu'on arrive à manger quand on n'a pas faim? Quand on n'a pas faim, c'est-à-dire que quand tout d'un coup il y a des souvenirs de plats familiaux, des souvenirs d'enfance qui reviennent, même si c'est pas la question de la faim, c'est la question, je disais du plaisir et de retrouver des saveurs de l'enfance et le fait justement, on a dit que les recettes de grand-mère, c'était une façon aussi de renouer avec son enfance. Parce que ce que j'ai pu constater par exemple, c'est que même quand des patients ont une enfance difficile, avec des conflits familiaux, avec des fâcheries, des mécontentements, le fait d'évoquer des souvenirs de l'enfance, tout d'un coup, c'est comme si ils évoquaient des souvenirs heureux, ils ont une vision heureuse de leur enfance et ils ont tout d'un coup un abord et un regard sur la relation notamment avec leur mère qui est différente. Et ça, pour moi, en tous les cas, c'est un aspect extrêmement important parce que c'est une manière de faire la paix avec son enfance aussi. Ça ouvre tout d'un coup une porte sur l'enfance différente. Là, on parle et on évoque les plats de grand-mère, ceux qui nous font plaisir. Oui. Mais il y a aussi des plats qui nous ont marqués dans notre enfance qu'on préfère oublier. Par exemple, oui. Oui, c'est ce que je disais. Il y a des plats, par exemple, moi, de mon enfance, rien que l'odeur, sans les manger. Voilà, l'odeur dans la maison, notamment, je disais du sarrasin. Enfin, c'est une odeur que je n'aime pas du tout et que je ne supporte pas. Voilà. J'ai beaucoup d'auditeurs qui me racontent qu'aujourd'hui, rien que l'odeur des tripes, ils ne peuvent plus sentir. Voilà, ça, c'est fini. Alors, il y a ceux qui adorent, et puis il y a ceux qui peuvent plus. Et ce sont des réactions, vous voyez, très immédiates, enfin, qui ne sont pas élaborées, pensées, c'est juste immédiatement. C'est en ce sens que ça a un retour à l'enfance, le côté immédiateté. Ouais. Docteur Patrick Serroc, là on est quand même dans la période où, alors en plus il a fait très beau cette semaine, où tout le monde est en train de se préoccuper de savoir comment il va rentrer dans son maillot de bain. Tout le monde n'a pas besoin de maigrir de toute façon avant d'aller à la plage. Déjà, comment est-ce comment on calcule le poids idéal qu'on devrait faire? Alors, le juste poids, que vous opposez au poids de rêve, vous. Oui, il n'y a pas de poids idéal. Il y a, dirons-nous, un poids physiologique que nous portons tous en nous et qui évolue au cours de la vie. Il augmente, malheureusement, il augmente dans une moyenne de 8 à 12 kilos au cours de la vie. Alors, ce poids, nous le calculons par rapport à la quantité de graisse qu'il y a dans le corps. Alors, comment nous le faisons? Nous le faisons en utilisant un appareil qui s'appelle l'impédance mètre, qui va mesurer combien il y a d'eau, combien il y a de graisse, combien il y a de masse maigre dans un corps. À partir du moment où on sait la quantité de graisse qu'il y a, on a
en fonction des populations, des âges, du sexe, on sait à peu près quel est l'intervalle habituel de la quantité de graisse d'un corps qui se porte bien. Voilà. Et donc, on prend la médiane de ces deux extrêmes et on estime que la médiane, c'est à peu près le poids de graisse que l'on devrait avoir. Alors, donc c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça. Au poids de graisse qu'on devrait avoir que vous fixez les objectifs et le poids idéal. Exactement, et c'est pas du tout comme on le faisait avant par rapport à la taille. Vous vous rappelez qu'on disait il faudrait 10 cm de moins que sa taille. Et c'est complètement idiot. Pendant des années on disait ça. Voilà. Vous faisiez 1m80, il fallait faire 70 kg. Voilà, et on s'est aperçu que c'était complètement idiot parce que ça ne correspondait absolument pas à la physiologie. Mais à des dogmes qu'on avait appris et que l'on répétait, comme on le fait souvent. D'accord. Donc, par rapport à cette quantité de gras qu'on devrait avoir, quelqu'un, parce que ce sont des objectifs qu'on entend, les gens disent, voilà, j'aimerais bien retrouver le poids que j'avais quand je faisais 20 ans ou 30 ans. Donc, est-ce que c'est illusoire, à partir d'un certain temps, de vouloir retrouver le poids qu'on avait 15-20 ans auparavant ? Oui, pour la plupart des gens, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'ils peuvent le retrouver en faisant des régimes très restrictifs, bien sûr. Ils peuvent toujours le retrouver. Mais ils ne pourront pas le stabiliser et au contraire, ils auront une réaction à l'inverse où ils vont stocker plus de graisse dans leurs adipocytes, c'est-à-dire la cellule qui stocke la graisse. Donc c'est un très mauvais calcul. Il faut accepter que notre corps change avec la vie et que finalement nous devons accumuler un petit peu plus de graisse. Le tout, c'est de ne pas en accumuler trop. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais bien sûr, on n'aura pas le même poids qu'à l'âge de 20 ans. Mais si on part du principe que les régimes, ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est pas plus simple de s'accepter comme on est à un moment donné? Ça dépend le poids qu'on a. Quand on est dans une zone d'obésité importante, c'est très difficile de s'accepter. Là, on parle d'une zone d'obésité, mais par exemple, des gens qui entreprennent des démarches de perte de poids, quand ils regardent les photos 15 ans après, ils disent « Mais qu'est-ce que j'étais mince finalement à l'époque, qu'est-ce que j'ai été con d'entreprendre des régimes qui m'ont complètement déréglé et qui au final m'ont fait prendre plus de poids que je n'en ai perdu. » Oui, exactement. C'est ça l'histoire. C'est que les régimes restrictifs entraînent... C'est une très bonne façon de grossir avec le temps. Une très bonne façon. D'ailleurs, on fait ça avec des artistes. Quand les artistes viennent nous consulter pour prendre du poids, par exemple pour un rôle au cinéma, ce que nous faisons, ce sont des périodes de restriction avec des périodes de gavage. D'accord ? Et on arrive très très bien à faire augmenter le poids de 10, 12, 15 kilos. Sans problème. Hein. Ça, je ne savais pas ça. Voilà. On les met d'abord en restriction. On les met d'abord en restriction importante et ensuite, hop, on les gave. Donc, l'adipocyte a été stressé par la réduction de la quantité de graisse qu'il a constatée et il ne cherche qu'une chose, c'est regrossir. Et à ce moment-là, hop, et il va s'étendre, il va se dilater un peu plus et stocker plus de graisse. Ce que vous expliquez, c'est que plus vite une cellule de graisse s'est vidée, plus vite elle va reprendre. Exactement. C'est pour ça que mincir et perdre du poids vite, c'est une vraie... C'est une contre-performance. Parce qu'en fait, malheureusement, ça va entraîner une prise de poids après, généralement, pas toujours, mais généralement importante. Donc, et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter de stresser le corps. Il a horreur d'être stressé. Son seul objectif au corps, c'est de survivre. Voilà. Et dès qu'on est, on programme tout pour essayer de ne pas mourir, alors que c'est inéluctable. Et donc, finalement, quand on stresse le corps, eh bien, il va chercher à stocker, à se défendre. Qu'est-ce que vous trouvez comme objectif raisonnable de poids à perdre par rapport à son poids initial ? Mais ça dépend de chacun. C'est impossible de définir pour un ensemble de gens ou une population quel est le poids qu'ils devraient perdre. Non, le pourcentage. Le pourcentage. Alors, on entend. Vous savez qu'aujourd'hui, on entend des performances, on entend des gens qui vous disent j'ai perdu 40, 50, 60 kilos. Oui, mais ça c'est souvent sous chirurgie bariatrique quand on les opère pour l'obésité. Mais si vous voulez, ce qu'on sait statistiquement, on sait que lorsque on maigrir 10% de son poids du corps, c'est déjà très, très bien. Et si on peut stabiliser avec 10% en moins, c'est un grand succès. Donc vous pesez, admettons, 100 kilos. Si vous pouvez vous stabiliser à 90, vous avez gagné beaucoup, beaucoup de choses. En santé et aussi en sensation corporelle. Voilà.
J'ai une question de quelqu'un qui a essayé énormément de régimes, qui a essayé tous les régimes, qui me dit « Demande au docteur Serog s'il a entendu parler d'un régime à base d'hypnose et anogastrique virtuelle grâce à la méthode Châtaignier. » Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est une méthode effectivement d'hypnose qui fait prendre une conscience au sujet comme s'il avait un anneau gastrique et qu'il mange moins. Alors, il faut être sensible à ça, oui, il faut être sensible à ça. Comme l'hypnose que j'utilise aussi moi en consultation pour certains patients, il faut que les patients ils soient sensibles. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à l'hypnose et vous pouvez rien obtenir. D'autres le sont. Et effectivement, cette méthode essaye de mimer quelque part l'anneau gastrique. Alors, ça ne dure qu'un temps, il faut le savoir. Ça aide au début et puis après, peu à peu, l'effet malheureusement disparaît. D'accord. Mais ça fonctionne au départ. Chez certains. Pas chez tout le monde. C'est comme les régimes, en fait. Ça fonctionne toujours au début. Au départ, ça fonctionne et après, ça ne fonctionne plus. Comment on utilise alors votre méthode en 3 semaines pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie et qui aiment cuisiner? Comment on fait? On va simplement, on a déjà des propositions de repas, donc ils vont s'organiser avec des repas et ils peuvent le prévoir à l'avance, ils peuvent le stocker au congélateur, ce qui est très très bien parce que quand ils arrivent du boulot, ils n'ont plus qu'à le sortir et à le réchauffer, par exemple. Et surtout, la grande discipline. Vous dites que nos grands-mères faisaient du batch cooking sans le savoir. Oui, exactement. Et puis, il faut surtout s'organiser pour manger suffisamment. Voilà, c'est ça le problème. Quand on donne des menus dans le livre, c'est vraiment pour que les gens mangent tout ce qui a été prévu. Et pas uniquement dire, je vais prendre ça, je vais juste manger le plat principal et puis c'est tout. Voilà, ça c'est souvent des réactions qu'on a, ça c'est très bien, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Eh bien non, il faut absolument manger tout et à ce moment-là, ça marche. Pour ceux qui ont l'habitude de sandwich ou lunchbox, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, pour les sandwichs, on peut les sandwichs. Qu'est-ce que c'est un sandwich? Un sandwich, d'abord, il faut préférer la baguette tradition comme sandwich au pain de mie, au pain suédois, tout ce que vous voulez, parce que c'est un glucide un peu plus complexe, un peu plus lent, qui va durer un peu plus longtemps dans le corps. Alors, vous prenez un sandwich, vous avez donc des glucides, donc comme si vous aviez du blé, vous avez du blé, c'est de la semoule ou autre chose, là c'est de la baguette, très bien. Et dedans, vous allez mettre des protéines. Vous allez mettre du jambon pour certains, d'autres ça va être du poulet, les autres ça va être du thon, et ainsi de suite. Et vous allez mettre 2-3 feuilles de salade pour faire joli, mais c'est tout, parce que les légumes, vous ne pouvez pas en manger beaucoup, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais au moins, vous avez les glucides et les protéines. À cela, il faut ajouter absolument un fruit. Ça, c'est absolument essentiel et c'est facile, parce qu'on va avoir d'une part des fibres et ça va un peu remplacer le légume qui manque. Et si on le peut, on prend un yaourt. Et si on ne peut pas, on rajoute dans le sandwich une tranche de fromage pour apporter un petit peu plus de protéines et de calcium. Alors tout le monde en parle en ce moment, c'est la méthode du jeûne intermittent. Jeûner, ça fait perdre du poids, docteur Serog. Le jeûne intermittent, on ne peut pas utiliser uniquement le jeûne intermittent pour maigrir. Le jeûne intermittent, par exemple, vous finissez votre repas, votre dîner à 20h, 20h30, et vous allez attendre le déjeuner suivant du lendemain pour manger. Donc vous allez avoir effectivement 16 heures de jeûne, ce qui est souvent le plus pratiqué. Quand vous avez 16 heures de jeûne, c'est très bien, mais encore faut-il que votre déjeuner soit complet. Si jamais votre déjeuner n'est pas suffisant, à ce moment-là, le jeûne devient contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le corps va dire « je n'ai pas eu assez, il y a trop de restrictions alimentaires, je n'ai pas assez pour survivre » et il va essayer de stocker. Donc le jeûne, ça peut être très favorable pour maigrir, comme très défavorable.